Votre PC avec vos mots de passe et vos comptes bancaires, votre caméra à 25 € fabriquée on ne sait pas trop, et le téléphone de votre beau-frère qui vient dîner samedi. Ces trois appareils vivent dans le même réseau, et ils peuvent se voir, se parler et se scanner sans aucune barrière. Alors au quotidien, c'est très pratique, tout le monde communique facilement et tout fonctionne. Mais le jour où un seul des trois est compromis, il a un boulevard vers tous les autres. La solution à ce problème, ce sont les fameux VLAN. Et aujourd'hui, vous allez enfin comprendre comment ça marche. C'est la vidéo où tout ce que l'on a appris s'assemble. Les adresses IP, le firewall et le switch manageable. Encore une fois, aujourd'hui on reste sur la théorie. On fera la mise en place avec la partie pratique. Et d'ailleurs après cette vidéo, il n'y aura plus que 2 autres vidéos théoriques. Et on rentrera enfin dans la mise en place. Bon, commençons par le problème. Aujourd'hui, chez vous, tous vos appareils vivent dans un seul et grand réseau. C'est ce que l'on appelle un réseau plat. Et ça pose 3 problèmes principaux. Le premier, les objets connectés. Une ampoule Wi-Fi à 10 €, ça ne reçoit quasiment jamais de mise à jour de sécurité. Et si un pirate en prend le contrôle, il a un boulevard vers tout votre réseau. C'est ce qu'on appelle une attaque par rebond. On ne vise pas la cible, on passe par le maillon le plus faible. 2. Les invités. En donnant votre mot de passe Wi-Fi, vous ne donnez pas juste Internet, vous donnez accès à tout votre réseau, littéralement. Et même si vous faites confiance à vos invités, vous ne savez pas ce qui traîne sur le téléphone de votre beau-frère. Et 3. Les caméras. On en a parlé dans la première vidéo, une caméra qui a accès à Internet peut envoyer ses images n'importe où. Et la seule vraie protection, c'est un réseau qui n'a physiquement aucun accès à l'extérieur. Du coup, la solution paraît évidente. Il faudrait créer plusieurs réseaux séparés. Mais plutôt que d'acheter 4 routeurs, 4 switches et de tirer des câbles dans toute la maison, on a inventé les VLAN. Parce que vous allez le voir, c'est quand même vachement plus pratique. VLAN, ça veut dire Virtual LAN, un réseau local virtuel. L'idée, c'est de découper votre matériel physique en plusieurs réseaux logiques totalement isolés. Un seul switch physique, mais à l'intérieur, plusieurs switches virtuels qui s'ignorent totalement. Concrètement, chaque VLAN reçoit un numéro entre 1 et 4094, et vous décidez, ce port appartient au VLAN 10, celui-là au VLAN 20. 2 appareils dans le même VLAN se parleront normalement, mais 2 appareils dans des VLAN différents ne se voient pas du tout, comme s'ils étaient dans 2 maisons différentes. Et d'ailleurs j'insiste sur un point, cette isolation se fait au niveau de la couche 2, celle des adresses MAC de la vidéo précédente. Même le broadcast, le fameux mégaphone de la vidéo 2, reste enfermé dans son VLAN. Maintenant, chaque VLAN est un vrai réseau, donc il lui faut tout ce qu'on a vu dans la vidéo 2. Son sous-réseau, son DHCP et sa passerelle. Par exemple, le VLAN 10 sera en 192.168.10.0/24. Le VLAN 20 192.168.20.0 et le 30 en 192.168.30.0. Ainsi de suite, vous avez compris. Vous voyez sûrement l'astuce, le numéro du VLAN se retrouve dans le 3e octet. C'est une simple convention, mais le jour où vous cherchez un problème, savoir dans quel VLAN est votre appareil, ça aide quand même beaucoup. Et la passerelle de chacun de ces réseaux, c'est votre routeur, encore lui. Petit rappel au passage, la passerelle, c'est la porte de sortie d'un réseau. Quand un appareil veut parler en dehors de chez lui, c'est à elle qu'il envoie ses données. Bon, là, une question devrait vous venir. Si mon routeur a un pied dans chaque VLAN, est-ce qu'il me faut un câble par VLAN entre le switch et le routeur? Eh bien non, un seul câble suffit grâce au tagging. Précisément le tagging 802.1Q que vous avez peut-être déjà vu. Accrochez-vous 2 minutes parce que c'est la dernière brique bien théorique. Le principe, c'est que quand plusieurs VLAN passent dans le même câble, le switch colle une étiquette sur chaque trame, donc sur chaque paquet de données, avec dedans le numéro du VLAN d'origine. C'est comme le courrier interne d'une entreprise. Chaque enveloppe reçoit un tampon avec le nom de son service. Tout voyage dans le même chariot et à l'arrivée, on lit le tampon pour distribuer au bon service. L'étiquette 802.1Q, c'est exactement ce tampon. Et ce tampon nous amène aux 2 modes de port que je vous ai teasés dans la fin de la dernière vidéo. Premier mode, le port Access ou Untagged. Ce port appartient à un seul VLAN. Et l'appareil branché dessus ne sait même pas que les VLAN existent. C'est le switch qui tamponne à l'entrée et retire le tampon à la sortie. L'appareil branché sur ce port n'a rien à faire et il n'a pas son mot à dire, c'est le switch qui gère tout. Concrètement, c'est le mode pour vos appareils du quotidien, le PC, la télé, la caméra, l'imprimante, bref, tout. Deuxième mode, le port Trunk ou
Tagged. Lui, il transporte plusieurs VLAN en même temps avec leurs étiquettes, et on l'utilise pour les équipements réseau, du switch vers le routeur, ou vers un autre switch, ou vers une borne Wi-Fi. C'est une notion qui peut vous paraître floue, mais qui prendra tout son sens avec la partie pratique. Mais je dois être honnête sur un truc qui rend fou tous les débutants. Ce vocabulaire change selon les marques. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Access et Trunk, c'est le vocabulaire de Cisco. Chez Unify, on vous demande plutôt le réseau natif d'un port et les réseaux tagués autorisés dessus. Et chez TP-Link, Netgear ou Zixel, vous cochez pour chaque port s'il est membre untagged ou tagged de chaque VLAN. Si votre cerveau n'a pas fondu, mes félicitations, le plus dur est fait. Mais comme je vous disais, on va revoir tout ça dans la pratique et vous pourrez revenir sur cette vidéo après pour finir de tout comprendre. Bon, on a des réseaux isolés très bien, sauf que dans la vraie vie, vous voulez quand même que certaines communications passent. Votre PC doit pouvoir ouvrir l'interface des caméras, votre téléphone doit pouvoir piloter Home Assistant. Alors comment deux VLAN communiquent? Le switch refusera toujours, ces cloisons sont étanches. La seule porte entre les deux VLAN, c'est la passerelle, donc votre routeur. Votre PC en 192.168.10.50 veut joindre une caméra en 192.168.30.20. Grâce au masque, il voit que c'est pas son réseau, donc il envoie le paquet à sa passerelle et le routeur fait suivre vers le VLAN 30. C'est du routage comme pour aller sur internet, sauf que tout reste chez vous et c'est ça qu'on appelle le routage inter-VLAN. Ouais, on s'est pas fait chier pour le nom. Et c'est là que tout s'illumine. Si le trafic entre vos VLAN passe par le routeur, alors il passe aussi par le firewall, le vigile de notre vidéo numéro 3. Et ce sont donc vos règles de firewall qui décident. Le PC veut ouvrir la caméra, autorisé. La caméra essaye de joindre le PC ou de sortir sur internet, on n'autorise pas. L'invité se rapproche du NAS, on bloque. Et rappelez-vous, le firewall est stateful, vous autorisez l'aller et les réponses reviennent toutes seules. Mais la caméra ne pourra jamais rien initier d'elle-même vers votre PC. Au final, c'est ça le vrai super pouvoir des VLAN, pas juste séparer, mais décider de qui parle à qui et dans quel sens. Maintenant, à quoi pourrait ressembler une bonne architecture pour une maison connectée? Je vais vous donner un plan type, c'est celui qu'on montrera ensemble en pratique, mais bien sûr, vous pouvez faire votre propre architecture. Ce n'est qu'un exemple. Le VLAN 10, c'est le réseau principal, en 192.168.10.0, votre zone de confiance, avec les PC et les téléphones, et c'est de là que vous administrerez le reste. Le VLAN 20, c'est les serveurs, en 192.168.20.0, et c'est là qu'on installera Home Assistant ou le NAS par exemple. Ce sont eux qui détiennent vos données et qui pilotent la maison, donc on les isole à la fois des objets douteux et des PC du quotidien. Petit bonus, souvenez-vous de la vidéo numéro 4 sur les IPv6 et notamment avec les adresses ULA. En donnant à ce VLAN des adresses ULA en parallèle des adresses globales, vos serveurs et vos règles de firewall qui les visent conservent des adresses IPv6 stables. Et ça, même si un jour votre fournisseur d'accès décide de changer vos préfixes IPv6. Le VLAN 30, c'est l'IoT, en 192.168.30.0. Les ampoules, les prises, l'aspirateur, les assistants vocaux. Ici, on en reparlera dans la pratique parce que la gestion Internet sera sûrement beaucoup plus fine, et ça sera suivant vos usages. Mais dans tous les cas, aucun accès vers le principal ou vers vos serveurs directement. Le VLAN 40, c'est les caméras en 192.168.40.0, et lui, c'est la prison du réseau. Aucun accès Internet, aucun accès aux autres VLAN. Les caméras filment, votre serveur vient tirer le flux directement pour l'enregistrement et seul le réseau principal vient regarder. La caméra la plus douteuse du marché peut vouloir téléphoner en Chine autant qu'elle veut, elle n'a physiquement aucun chemin. Et le VLAN 50 pour les invités en 192.168.50.0 avec internet et rien d'autre. 5 VLAN et ça couvre 95% des besoins d'une maison connectée. Très largement. Ce sera évidemment une base que vous pourrez customiser selon vos besoins. Et je sais que certains mettent Home Assistant directement dans le VLAN IoT avec ces objets parce que c'est plus simple. Toute la découverte locale se fait sans effort. Mais le cerveau de la maison, celui qui connaît vos accès et qui pilote peut-être une serrure, mérite un peu mieux que de dormir au milieu de certains objets douteux. Donc la recommandation sérieuse, c'est dans le VLAN serveur, quitte à activer un répéteur MDNS pour la découverte, et j'y reviens dans 2 minutes. Avec une seule vraie nuance, Matter et Thread. Et là, je dois être très clair parce que c'est écrit noir sur blanc dans la documentation officielle de Home Assistant. Le serveur Matter doit être sur le même réseau que les appareils et les border routers. Alors, je sais, les plus attentifs vont me dire « mais Matter peut utiliser des adresses ULA justement, qui elles sont parfaitement routables entre VLAN ».
Et c'est vrai, mais le problème, ce n'est pas l'adressage. Le problème, c'est que Matter repose sur du multicast local pour découvrir et appairer ces appareils. Et ces échanges ne traversent pas les VLAN. Même un répéteur DNS ne résout pas ça de façon fiable. Du coup, si vous êtes à fond sur Matter, deux options sérieuses. La plus propre, garder Home Assistant dans le VLAN serveur, mais lui ajouter une deuxième interface réseau directement dans le VLAN IoT. Il vit au calme avec le NAS et il garde un pied chez les objets pour Matter. Sinon, le mettre carrément dans le VLAN IoT en le durcissant. Mot de passe fort, double authentification, mise à jour, etc., etc. On tranchera ensemble dans la partie pratique selon votre cas. Et pour l'IPv6, comme promis dans la vidéo numéro 4, grâce à la délégation de préfixes, chaque VLAN recevra son propre /64, donc un réseau IPv6 complet. Mais n'oubliez pas que les règles de firewall se font en double, IPv4 et IPv6. Avant de terminer, je dois vous parler du piège classique, celui qui fait rager tout le monde à la première semaine. Imaginez, vous êtes content de vous venez de tout segmenter proprement, et le soir même, impossible de caster Spotify sur le Chromecast par exemple. Et certaines intégrations Home Assistant ne trouvent même plus leurs appareils. La raison, c'est la découverte automatique. Quand votre téléphone cherche un Chromecast, il crie au réseau avec un protocole qui s'appelle MDNS. On en parlait justement avant. Et ce cri est purement local. Il ne traverse jamais un routeur, donc jamais un VLAN. Votre téléphone crie dans le VLAN 10, le Chromecast attend dans le VLAN 30 et personne ne s'entend. Alors pas de panique, c'est un problème connu et la solution s'appelle un répéteur MDNS. Encore une fois, on n'est pas allé chercher bien loin. Une case à cocher dans Unify, un plugin dans OPNsense à configurer, on le verra aussi en pratique. Retenez juste que si un appareil devient introuvable après la segmentation, ce n'est pas vous le problème, c'est sûrement MDNS. Ou évidemment une règle du firewall. Allez, on récapitule. Les VLAN découpent votre matériel en plusieurs réseaux virtuels isolés, chacun avec son numéro, son sous-réseau, son DHCP et sa passerelle. Le tagging 802.1q les fait passer dans un seul câble grâce à une étiquette sur chaque trame avec deux modes de port. Access pour vos appareils et Trunk pour vos équipements réseau. Les noms changent selon les marques, mais la logique reste la même. Toute communication entre VLAN passe par le routeur, donc par le firewall et donc par vos règles. Et l'architecture type pour la maison, c'est principal, serveur, IoT, caméra et invité. Avec cette vidéo, vous venez d'avoir un des plus gros morceaux de théorie de la série. Et tout ce qui arrive normalement devrait vous paraître beaucoup plus simple. Et en même temps, il reste pas tant de choses que ça. Dans la prochaine vidéo, on attaque le Wi-Fi, les bornes, les bandes de fréquences, le Wi-Fi 6 et 7, le roaming et les fameux SSID multiples. Et après ça, il nous restera que le DNS. Et votre bagage théorique sera enfin complet. Si cette vidéo vous aide, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like sous la vidéo, et vos questions sont bien évidemment les bienvenues en commentaire et sur le forum homation.com. En attendant, portez-vous bien, ciao!